Bonjour, cher Nizar. Bonjour Jean-Luc, Il me fait vraiment un grand plaisir et un grand honneur de te recevoir on a aujourd'hui. partagé. Tu es le premier à faire partie de ma chaîne de C'est un podcast. honneur. Ah, c'est un honneur pour moi parce que vraiment, Voilà. c'est tout un privilège que tu m'accordes ton temps. Tu veuilles partager ton savoir avec tous les collègues qui écoutent ce podcast. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux me parler de ce qui t'a allumé dans le domaine de la formation et de la qualité, puisque maintenant tu es le responsable du projet Réussir ensemble en Mauritanie, et nous dire quel cheminement t'a amené jusqu'ici. Merci, d'abord merci Jean-Luc pour cette invitation qui me réchauffe le cœur. Nous nous connaissons depuis un moment, on s'est retrouvés en Tunisie auparavant dans une autre vie. On se retrouve complètement par hasard encore une fois en Mauritanie. C'était un grand plaisir pour moi que de pouvoir collaborer avec toi à différents pays, à diverses positions. Alors, je m'appelle Nizar Terzi, je suis chef de mission assistance technique dans un grand programme de promotion de la formation professionnelle et de l'emploi en Mauritanie, qui s'appelle Réussir ensemble en Mauritanie, le programme REM, cofinancé par l'Union européenne, le BMZ et l'AFD. Donc c'est un cofinancement tripartite, opéré aussi par plusieurs intervenants au niveau de la formation professionnelle de la GIZ, au niveau de l'emploi et l'entrepreneuriat, l'agence Tejril, l'agence mauritanienne de l'emploi, l'équivalent de France Travail en France et l'équivalent de l'ANITI en Tunisie, et opéré aussi par l'OIM pour une composante concernant la migration et la sensibilisation des jeunes sur les risques de la migration illégale. J'ai eu la chance d'occuper plusieurs positions de différentes natures dans le secteur public et dans le secteur privé. Dans le secteur public, j'ai dû être membre d'un cabinet du ministre de la Formation professionnelle et de l'Emploi en Tunisie. Je suis retourné au secteur privé encore une fois en tant que consultant indépendant. J'ai travaillé pour le compte de certaines organisations internationales comme l'OIT, dans les pays de la région, notamment en Libye, dans un grand projet d'emploi en Libye, au Maroc aussi, dans un grand projet de digitalisation des services de l'emploi et de la formation professionnelle. Retournant plus tard au service public en Tunisie, encore une fois, j'ai été appelé à réintégrer un cabinet, le cabinet du ministre de l'Éducation en Tunisie, dont j'étais le chef durant 3 exercices. Et suite à la fin de cette mission, j'ai été appelé à rejoindre cette mission d'assistance technique en Mauritanie. Donc, en gros, si vous voulez, depuis que je suis un professionnel, soit privé, soit public, je travaille dans les 5 pays de la région. J'ai une couverture profonde de la Tunisie, bien sûr. J'ai travaillé très longtemps aussi en tant qu'expert IT en Algérie pendant plusieurs années. J'ai travaillé en tant qu'expert IT au Maroc pendant plusieurs années. Je suis retourné à ces 2 pays en tant que professionnel et consultant international de la formation professionnelle et de l'emploi. La Libye et maintenant la Mauritanie depuis 2 ans. Le Maghreb, je le connais, il me connaît, je l'aime et je crois qu'il m'aime aussi. De l'amélioration de la qualité de la formation en formation professionnelle, et c'est un thème qui te tient à cœur. Pour un centre de formation professionnelle au Maghreb ou en Afrique, comment est-ce que tu définirais la qualité? L'idée, c'est est-ce qu'il faut avoir des machines seulement, des profs diplômés, des jeunes qui trouvent un emploi? À travers toutes tes missions et ton expérience, j'aimerais qu'on aborde ce sujet-là ensemble. C'est une question piège, Jean-Luc, celle-là. C'est-à-dire que c'est un peu tout ça. D'abord, il faut commencer, quand on parle de formation professionnelle, il faut parler de formation en général avant d'arriver, parce que le terme professionnel nous fait nous penser, et à juste titre, que la formation professionnelle, c'est une formation pré-emploi. Donc, c'est des gens que nous formons justement pour obtenir un emploi. Et à une question qui m'a été posée au début de cette mission, à votre avis, quel est le taux d'insertion des ressortissants de la formation professionnelle? Quel est le bon taux ou quelle est la bonne moyenne? Eh bien, j'ai répondu que le bon taux, c'était 100%. Parce que pour la formation pré-emploi, la formation professionnelle, c'est une formation qui est supposée répondre aux attentes du tissu économique et des entreprises. Donc forcément, nous ne formons pas les gens pour qu'ils cherchent du travail, nous formons les gens sur la base d'une demande des entreprises. C'est une formation qui est orientée à la demande et nous ne sommes donc pas supposés avoir des gens qui seraient inoccupés ou au chômage une fois qu'ils ont reçu une formation professionnelle. Mhm. Après, là, c'est l'indicateur, et c'est un indicateur qui devrait être basé sur cette valeur. À mon avis, l'indicateur, c'est le niveau d'insertion, et le niveau d'insertion, à mon avis, devrait être à 100%. Alors, on me dit que ça, c'est une exagération, il n'y a rien qui arrive à 100%, on ne fait jamais 100% de résultats. C'est vrai, quand on forme sans demande, c'est le cas de l'enseignement universitaire, on forme sans demande, même ça, il faut améliorer. Il faut vraiment former sur la base de demande. Mais la formation professionnelle, particulièrement, elle est conçue pour répondre à une demande. Ainsi, l'indicateur, c'est l'insertion. Alors,
une fois qu'ils sont tous insérés, on peut considérer que c'est une formation qui est de bonne qualité. Mhm. Après, on ne va pas arriver, on ne va pas dans les résultats pour voir un petit peu si c'est de bonne qualité ou pas. Peut-être que si on attend jusqu'à la fin, on découvrira que ça ne marche pas et qu'on n'aura qu'à mesurer l'ampleur des dégâts. Donc, en effet, il faudra assurer un système, comme on dit dans les qualiticiens, un système d'assurance qualité d'emblée. Qu'est-ce qu'il faut pour une bonne qualité? Alors, d'abord, il faut des formations, soit des formations pratiques, modernes et qui répondent à un véritable besoin au niveau du marché et du tissu économique, premièrement. Deuxièmement, il faut des formateurs qui sont donc forcément bien formés, qui ont un bon niveau technique et technologique. Il faut qu'ils soient motivés, il faut qu'ils aient choisi le type de formateur qui ne soit pas là par hasard ou par accident, et il faut qu'ils soient capables de faire passer le transfert de savoir, de savoir-faire et de savoir-être à leurs apprenants de manière pédagogique, efficace, efficiente et pertinente. Ça, c'est au niveau des formateurs. Évidemment, les apprenants et les formateurs ne peuvent pas travailler sans cadre adéquat qui répond aux besoins. Évidemment, l'infrastructure reste une condition sine qua non. Il faut une bonne infrastructure complète, entière, exhaustive, qui réponde aux besoins. Mais il faut avouer que avec l'évolution technologique, avec la création des simulateurs, tout ça, actuellement, je pense que le coût de la formation professionnelle qui jadis était extrêmement élevé, je pense qu'il est en train de s'orienter vers des coûts un peu plus raisonnables à partir du moment où la technologie nous permet des choses qu'auparavant nous ne pouvions pas faire. Ça, c'est par rapport à un centre de formation professionnelle. Mais après, et je termine sur ça, il y a aussi la gouvernance. La formation professionnelle n'est pas gérée tout seul. La gouvernance doit être aussi une gouvernance de qualité. Donc, il faut avoir une vision, il faut avoir des politiques publiques de qualité, il faut avoir une vraie politique d'évaluation, une certaine flexibilité pour pouvoir changer et suivre l'évolution des métiers dans le monde. Aujourd'hui, on ne fait pas un centre de formation pour qu'il dure 10 ans ou 15 ans. Les métiers disparaissent et apparaissent très rapidement. Il faudra que, et de point de vue infrastructure, et de point de vue formation, et de point de vue pédagogie, et de point de vue gouvernance en général, qu'on soit prêt à pouvoir changer assez rapidement et répondre à un marché et un monde qui est en train de changer et de muter tous les jours. Ben justement, je vais rebondir sur ça parce que tu m'as un peu devancé déjà. Alors, quand tu visites un centre de formation, quelles sont les choses qui attirent ton attention pour voir s'ils offrent une formation de qualité? Le but, c'est de dire comment est-ce que tu évaluerais éventuellement la qualité offerte de la formation qui est offerte dans ce centre et qu'est-ce qui t'alerte immédiatement sur ça? Ce qui m'alerte immédiatement, c'est le moral des apprenants. Quand on rentre dans un centre, c'est quand on voit des gens qui bougent un peu dans tous les sens, motivés, heureux, avec un sourire. Ça donne d'un milieu agréable et positif. Ça, c'est le premier. Le facteur humain, quoi. 10 secondes. Oui. Après, il est évident qu'en discutant avec les responsables du centre, qui sont supposés suivre leurs apprenants, il y a, comme j'ai dit au début, le niveau d'insertion de ces apprenants une fois que la formation est terminée, mais il y a aussi tout ce qui est benchmarking, qui doit être fait de manière continue par rapport aux standards, soit nationaux, soit internationaux, et puis par rapport aux politiques publiques et les plans d'action annuels. Sur les plans d'action annuels qui sont issus eux-mêmes des politiques publiques, devraient dresser des objectifs annuels et vérifier les indicateurs par rapport aux objectifs annuels. Le nombre d'apprenants, le respect du genre, la qualité des stages, les retours d'expérience et des apprenants et des entreprises aussi qu'il faut suivre. Il faut que ces entreprises aussi donnent un avis sur la qualité de ces apprenants, la qualité de leurs apprentissages. Donc, il y a un panier d'indicateurs qui peuvent renseigner sur la qualité d'une formation, mais le facteur humain reste toujours, à mon avis, le premier facteur, comme toute organisation humaine. Quand les gens ont le sourire, c'est que ça va déjà pas très mal. Alors, permets-moi de rebondir sur ce point-là. On a parlé des équipements, on a parlé de l'environnement et surtout, on a mis l'accent sur le facteur humain. Bien sûr, le facteur humain est, je pense, le premier critère par lequel tu vas juger la qualité de la formation, si je te comprends bien. Mais normalement, est-ce que c'est l'inspecteur du ministère? Est-ce que c'est l'entreprise? Qui a le dernier mot dans le jugement sur la qualité de la formation? Le dernier mot, c'est toujours l'entreprise. Pour la formation professionnelle, le dernier mot, c'est toujours l'entreprise. C'est comme toutes les formations, le dernier mot revient à là où on va aller. Donc, c'est la vraie vie. Le dernier mot revient à la vraie vie. L'entreprise pour la formation professionnelle ou pour l'enseignement supérieur, l'administration publique pour les fonctionnaires, etc. Donc, le dernier mot revient toujours aux bénéficiaires des services des apprenants et des étudiants. Après, le problème, c'est qu'une fois qu'on arrive à cette évaluation, c'est trop tard.
Donc, l'idée de tout le système, c'est d'assurer qu'une fois arrivé à l'utilisateur final, au bénéficiaire final, que ça se passe bien, qu'il soit content. Et pour tenir ce système, il y a un certain nombre d'intervenants. Évidemment, chacun compte dans ce système-là. Tout le monde compte. L'infrastructure et celui qui s'occupe d'infrastructure compte, avec tous les laboratoires, les ateliers, tout ça. Les enseignants, évidemment, ou les formateurs, et comptent énormément, bien sûr. Les apprenants comptent. Les apprenants, parce que la qualité de la formation des apprenants, une fois arrivés à la formation professionnelle, elle compte. Donc, l'enseignement pré-formation professionnelle, il compte. Les enseignements des mathématiques, des sciences, des langues au niveau primaire et secondaire et préparatoire, ça compte. Du coup, dans le système professionnel, les enseignements avant l'enseignement professionnel, ils comptent aussi. Donc, c'est leurs enseignants et leurs gestionnaires comptent, l'administration compte, la sécurité compte, tout le monde compte dans ce système. Par contre, tout le monde compte, mais le rôle auquel tu viens de faire allusion, qui est celui de l'inspecteur pédagogique, reste un rôle qui est central. Parce que l'inspecteur pédagogique, c'est une appellation nord-africaine, l'inspecteur pédagogique. Oui, oui. Mais en réalité, sous d'autres cieux, j'espère que nous aussi, on va y arriver. Sous d'autres cieux, il s'appelle conseil pédagogique. Le rôle fondamental de l'inspecteur pédagogique ou du conseil pédagogique, c'est d'assurer une certaine cohérence, que ce qui se passe en classe correspond à ce qui était prévu dans les curricula et les programmes. Ça, c'est très important. Parce que on a beau à développer de très jolis curricula, de très beaux programmes, à acheter le meilleur matériel possible et à construire les plus beaux bâtiments et à recruter les meilleurs enseignants et avoir les meilleurs apprenants en input. Si ce qui est prévu ne passe pas et que les formateurs ne font pas ce qu'il faut en classe avec les apprenants, on n'a rien fait, on a tout perdu. Il faut assurer que ça soit fait avec un système de suivi. Alors maintenant, quand je dis assurer que ça soit fait avec un système de suivi, ça ne veut pas dire forcément une inspection au sens policier du terme, mais ça veut dire un accompagnement, un coaching. Le rôle du conseiller pédagogique, c'est d'avoir une discussion continue avec les formateurs, de les appuyer avec les nouveautés, que ce soit les nouveautés pédagogiques. Il a un grand rôle dans tout ce qui est innovation pédagogique, les conseiller sur tout ce qui est évaluation. Il a un très grand rôle dans l'évaluation. D'ailleurs, c'est d'assurer un système d'évaluation efficace de bout en bout, depuis le système d'évaluation lui-même jusqu'à l'exécution de l'évaluation, l'examination, jusqu'à le suivi de cette examination, etc., avec tout ce qui est testing, sampling, etc. Donc, il a un rôle très important dans ce sens aussi. Il a un rôle de formation. C'est un formateur. Oui. C'est un formateur des formateurs. Oui. Et c'est quelqu'un qui devrait, et qui est en train d'ailleurs d'assurer ce rôle-là en formant les formateurs, surtout côté pédagogique. Parce que les savoirs, au sens scientifique du terme, les formateurs sont supposés détenir ces savoirs. Oui, ils sont experts métier. C'est un expert métier. Après, si le monde change, donc son rôle aussi, c'est de continuer à se développer lui-même. Et notre rôle, c'est de l'aider à continuer à se développer sur les savoirs fondamentaux. Il n'y a pas de problème de ce point de vue. Le rôle de l'inspecteur pédagogique, c'est d'assurer que ces savoirs, les savoirs donc, du formateur, qui doivent être mis à jour, passent correctement à l'apprenant de manière intelligente, de manière efficace, constructive, de manière constructive, et surtout de manière à faire de cet apprenant non seulement un apprenant compétent ou compétent techniquement, mais aussi qui a des compétences dans la vie. Parce que notre rôle, c'est de préparer ces apprenants à être de bons professionnels qui puissent être capables de s'autogérer eux-mêmes et de gérer leur carrière et leur vie. De résoudre des problèmes. Et résoudre des problèmes. De maîtriser le numérique. Tu as touché le cœur du sujet, je pense, que l'inspection en classe et de savoir ce qui se passe en classe sur le terrain, c'est vraiment ce qui est important, ce qui est crucial, si j'ose dire. En dehors des équipements, bien sûr, en dehors de tout le reste que tu as mentionné déjà. On va aborder un autre point. C'est quand on parle de méthodologie ou de stratégie, c'est juste comment on va faire ça, comment on va s'assurer qu'il y ait cet accompagnement pédagogique en classe pour les formateurs et formatrices et pas négliger le reste, c'est-à-dire les équipements, les infrastructures, la mise à jour professionnelle des formateurs, etc. Parce que souvent, ce sont ce sont les victimes oubliées de la formation professionnelle. Des formateurs et formatrices. Oui. Malheureusement, ils sont pas payés très cher et en plus, ils travaillent dans des conditions difficiles. Comment arriver à recruter de bons formateurs, à les accompagner et à faire en sorte qu'ils puissent effectivement jouer le rôle d'experts métiers qui montent en compétence les apprenants? Si tu devais
conseiller un ministre ou si tu devais conseiller une direction de la formation professionnelle, l'inspection pédagogique, quelles seraient tes suggestions, tes recommandations? C'est-à-dire que c'est une question très intéressante. La stratégie de la formation professionnelle n'est pas une stratégie qui est indépendante de d'autres stratégies nationales. La formation professionnelle fait partie des stratégies de la formation en général, qui inclut tous les dispositifs de formation et en particulier l'éducation. J'avais eu la chance de travailler sur le système de la formation professionnelle avant de travailler sur l'éducation. Et en voyant un petit peu tous les investissements qui sont faits, tous les efforts qui sont faits, vraiment beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup de femmes et des hommes qui étaient très impliqués. Et quand on voyait les résultats, c'est des résultats qui étaient en deçà de ce qui était prévu, de ce qui était voulu. Bon, il y a un gap qui est très important. Quand même, après, la Tunisie, sur d'autres types de benchmarking, n'est pas très Était bien mauvaise. positionné quand même. Oui, Oui. c'est assez bien. Mais c'est très loin de ce qu'elle peut faire. Et puis, donc, on se posait la question. Donc, on a commencé à tester plusieurs bricoles par-ci, par-là. Quelques années plus tard, j'ai eu la chance de travailler au ministère de l'Éducation. Et après avoir travaillé au ministère de l'Éducation, que j'ai trouvé les bonnes réponses, les meilleures réponses en tout cas, pour améliorer le système de la formation professionnelle. Ça commence très tôt. Ça commence très tôt. La formation professionnelle, c'est une culture. L'esprit de métier est une culture qui doit être inculquée aux jeunes depuis le début, dès le jeune âge. Auparavant, les années 60-70, et même jusqu'aux années 80 donc de notre génération, quand on était très petit à l'école primaire, il y avait beaucoup d'activités manuelles, pratiques manuelles. Donc, il y avait une bonne moitié des gens qui partaient sur les formations professionnelles tout de suite, très rapidement. Et donc, on a eu de bons professionnels après. Après, on s'est dit non, on a changé de politique et de stratégie. Le monde a changé. On s'est dit non, on va aller sur des savoirs plus fondamentaux, plus chics. On a perdu ça. Honnêtement, quelques décennies se sont écoulées. On a découvert qu'on avait tort. La formation professionnelle est d'abord une culture qu'il faut diffuser dès le jeune âge, surtout en valorisant et revalorisant les métiers, notamment les métiers techniques et manuels. Oui. Ça, c'est très important. Oui. Après, et je termine sur ça, quelle est la meilleure idée pour avoir des apprenants de qualité et des intervenants de qualité? C'est les formations initiales. Donc, au niveau des formations initiales, il faut professionnaliser les métiers. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on prend des formateurs du système universitaire qui, par contre, n'ont jamais eu à étudier, se former sur tous les aspects pédagogiques. Et donc, à mon avis, la formation professionnelle doit être professionnalisée et avoir de vrais formateurs professionnels. En Mauritanie, nous avons la chance d'avoir l'ACCET qui forme des formateurs pour la formation professionnelle. Professionnalisé, donc. En Mauritanie, il est professionnalisé. Après, il y a toujours un travail à faire sur la qualité, mais c'est un acquis en Mauritanie par rapport à d'autres pays de la région, là où il n'y a pas cette professionnalisation. Donc, je pense que l'approche, elle est très bonne. L'angle d'attaque, je pense qu'il est très bien. Il faut continuer à améliorer cette qualité, à en suivre les résultats. Ah, c'est excellent. Et alors maintenant, quel serait le rôle des entreprises qui embauchent ces lauréats-là dans l'amélioration de la qualité de la formation? Parce qu'on sait que actuellement, dans les dispositifs de formation professionnelle au Maghreb, en Afrique subsaharienne, presque tout repose sur l'État. Bien sûr, il y a des centres de formation privés, mais on constate que c'est l'État qui a le leadership dans ce domaine-là et qui gère le dispositif en général. Mais alors, quel serait le rôle des entreprises et comment leur donner une place dans ce système-là? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. C'est la question fondamentale. Probablement, c'est la question fondamentale qu'on doit se poser tous. Alors, les pays là où les systèmes de formation professionnelle sont les plus résilients et les plus puissants, ils sont connus. Personne ne découvre que les pays du Nord, et en particulier l'Allemagne et la Suisse aussi, actuellement le Canada aussi. Bien sûr, les pays nordiques, donc Danemark, Suède, c'est des pays qui ont des systèmes de formation professionnelle très résilients qui donnent de très bons résultats. C'est pas par hasard parce que d'abord, les entreprises sont impliquées à tous les niveaux. Ils sont impliqués au niveau de la conception des programmes de formation. Ils sont impliqués dans tout ce qui est alternance. Ils sont impliqués dans l'insertion par définition. Ils sont impliqués dans le dessin des devenirs des apprenants de la formation professionnelle et le dessin des stratégies et des politiques publiques. Ils sont impliqués à tous les niveaux. Le rôle de l'entreprise ou du tissu économique est un rôle fondamental dans l'enseignement professionnel. Je dirais même qu'il est fondamental dans l'enseignement tout court, parce qu'on a l'impression qu'il y a un cloisonnement et que l'enseignement primaire et secondaire et plus tard universitaire, c'est un monde, et que l'enseignement professionnel est un autre monde, et donc l'entreprise devrait intervenir sur l'enseignement professionnel. Je pense que l'entreprise doit intervenir partout, parce que finalement, c'est elle l'objectif
c'est elle la destination finale de tous ces ressortissants de tout système, en dehors de la fonction publique, qui désormais ne peut plus employer plus que quelques pourcents de la population. Donc il est évident que l'entreprise a un rôle fondamental à jouer maintenant. Maintenant, l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut institutionnaliser ça? Comment est-ce qu'on peut en faire des institutions pour que ça soit durable, pour que ce soit pas sporadique, pour que ça ne soit pas au choix, Des coquilles vides voilà, aussi. pour que ce soit pas des coquilles vides, et pour qu'en plus, pour que ça soit un rôle institutionnel, clair, partagé, et vraiment mis en place de manière efficace et efficiente. Je pense que les entreprises sont demandeuses. Ce qui nous manque, et quand je dis nous, je parle des dispositifs publics, à mon avis, un petit peu par rapport aux entreprises, je pense qu'il y a il y a une bonne, il y a une bonne fossé entre la vie dans le secteur privé et la vie au service public. Comme j'ai eu la chance de travailler dans les deux systèmes, on ne se connaît pas en fait. Les agents publics ne connaissent pas le secteur privé et les secteurs privés ne connaissent pas les agents publics. Les agents publics considèrent que le secteur privé, c'est des gens qui gagnent beaucoup d'argent et fournissent peu d'efforts. Ceux qui sont du secteur privé, ils considèrent que les agents publics, ils ne foutent rien, ils gagnent beaucoup d'argent pour rien. Et en réalité, les deux sont absolument utiles, Interdépendants. interdépendants, et il serait très intéressant, dans le cadre de l'implication de l'entreprise, de créer des instances d'échange d'expériences, de périodes, pour que l'on se connaisse mieux, pour que l'on se parle mieux, pour qu'on travaille ensemble mieux, et pour qu'il y ait cet échange d'expériences très, très utile pour les deux. Avoir fait les deux, on comprend quelles sont les contraintes des uns, les contraintes des autres, quels sont les atouts des uns et les atouts des autres. Il n'y a pas mieux un véritable partenariat public-privé qui peut réellement créer des merveilles. Oui, effectivement, c'est le désir et la volonté dans beaucoup de pays, mais malheureusement, étant donné le niveau de structuration du secteur économique, dont 80% sont dans le secteur informel, c'est compliqué de mobiliser ces gens-là et de les structurer. Et les grandes entreprises, elles, souvent, et surtout celles qui sont étrangères, elles sont souvent exonérées de taxes et d'impôts. Et donc, le financement de tous ces mécanismes de partenariat est pour le moment la partie la plus difficile. Et la mise en œuvre aussi, l'accompagnement sur le long terme est compliqué. Si on prend un cas spécifique, par exemple ici en Mauritanie où nous sommes actuellement, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vraiment dire, bâtissons ensemble un cadre de partenariat qui pourrait durer et qui pourrait porter du fruit dans le sens que ça amènerait à cette plateforme de dialogue public-privé pour l'amélioration des formations, l'insertion professionnelle. Déjà, le dispositif public actuel en charge de la formation professionnelle, donc le ministère de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers, a déjà commencé à travailler sur l'élaboration d'un cadre de dialogue, d'une instance digitale, d'ailleurs, de dialogue entre les services publics et le secteur public et le secteur privé. Les possibilités sont nombreuses. Ce qu'il faut, c'est commencer à exécuter ce qui est prévu dans les stratégies. La stratégie nationale de la formation professionnelle en Mauritanie prévoit un cadre de dialogue entre secteur privé et secteur public. Le ministère a effectivement commencé à mettre en place ce cadre de dialogue. Il en a développé une politique. Il en a développé un cadre qui a été partagé par tous, avec la participation, la forte participation du secteur privé. Maintenant, il est en train d'en développer les outils et les mécanismes, y inclut les outils digitaux comme je disais et juridiques, et on passera à la mise en œuvre de ce cadre de dialogue. Alors, peut-être la Mauritanie ne paye pas de mine parce que c'est un pays à 5 millions d'habitants et qui a un système de formation professionnelle qui a encore besoin de beaucoup de renforcement, notamment en termes de qualité. Mais en termes institutionnels, la Mauritanie a des avantages. Elle a des avantages, elle a même des avancées par rapport à des pays de la région qui sont plus grands en termes de nombre d'habitants, peut-être plus anciens même dans la mise en place du système de formation professionnelle. Peut-être parce que il y a la politique publique, il y a une bonne dose de flexibilité qui permet justement de mettre en place ce genre de mécanisme. Mais depuis un peu plus d'une année, et depuis surtout le nouveau gouvernement qui a été mis en place, la stratégie a été déclinée en plan d'action, et le plan d'action décliné en actions précises avec responsabilité bien dispatchée, bien contrôlée, bien suivie. Et nous voyons bien que ça commence à donner des résultats déjà. Rien qu'en une année, il y a des résultats qui sont meilleurs. Vous n'avez qu'à voir les capacités d'accueil qui a augmenté de manière très, très importante. En une seule année, elle a augmenté de manière très consistante, je pense,
de 30 ou 35% en une seule année pour la capacité, la mise en place d'un système d'assurance qualité avec un développement de référentiel de qualité, et puis euh, d'autres initiatives par rapport à l'inspection, au conseil pédagogique qui vient d'être approuvé en conseil des ministres et qui va être mise en œuvre et qui dans la mise en œuvre a déjà commencé. Il y a beaucoup de choses qui se passent en Mauritanie. Ah, c'est formidable, c'est formidable. Alors, on arrive bientôt presque à la fin de notre entretien, mais j'aimerais aborder les perspectives et la conclusion. Alors, si tu devais conseiller donc le ministre aujourd'hui, quelles sont les mesures urgentes que tu lui proposerais? Bon, tu en as déjà énuméré quelques-unes dans ce que tu viens de dire par rapport à la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie, mais je dirais que si tu avais une carte blanche et quelles seraient tes premières actions et quel serait le message que tu adresserais aux autorités et aux cadres qui nous écoutent? Dans tous les pays, hein, pas spécifiquement la Mauritanie, parce que la problématique, on la retrouve. Elle est transversale, problématique transversale. Non, pour la Mauritanie, d'abord, je pense qu'avec ce qui est en train de se passer, la mise en œuvre des stratégies du ministère, il y a à peu près, je pense qu'il y a vraiment tout. Mon appréciation personnelle, elle est très positive par rapport à ce qui se passe en Mauritanie, en espérant que tout ça donne des fruits très rapidement. Maintenant, pour les pays de la région et enfin, tous les pays concernés par la formation professionnelle, le conseil que je donnerais, c'est d'essayer de ne jamais arrêter, même si parfois c'est un peu difficile selon les contextes, mais d'essayer de toujours intégrer encore plus et encore plus l'entreprise dans le cycle de la formation professionnelle. Peut-être que le meilleur monde possible pour la formation professionnelle, pour moi, serait un monde là où c'est les entreprises qui deviennent les entreprises formatrices et la formation professionnelle devient totalement intégrée dans le tissu économique, que probablement on n'aura plus besoin d'investissement public pour des centres de formation. Les centres de formation, ce sera dans l'entreprise et c'est l'entreprise et l'entreprise est le centre de formation. Peut-être c'est le meilleur des mondes. Après, c'est une vision, mais de tout faire pour que la formation colle plus à la vérité, à la réalité du terrain économique, industriel, scientifique et commercial. Et la meilleure manière de faire, c'est de le faire chez eux, dans l'entreprise elle-même. Ah, ça c'est du pain béni, comme diraient certains. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ce sont les entreprises qui, généralement, créent les emplois. L'État crée simplement l'environnement propice à la création d'emplois, mais in fine, ce sont les entreprises qui créent les emplois. C'est pas le dispositif de formation professionnelle qui crée les emplois. Eux, ils sont au service de ça. Ah, c'est vraiment excellent comme remarque. Et qu'est-ce qui te rend optimiste pour l'avenir de la formation professionnelle en Mauritanie et en Afrique en général? Parce qu'on en a besoin. Ce qui me rend optimiste, c'est parce qu'on en a besoin, parce que les esprits sont en train de changer, la culture est en train de changer. On voit dans nos pays, surtout de la région de l'Afrique du Nord et subsaharienne, que les ressortissants de la formation professionnelle gagnent leur vie beaucoup plus que les fonctionnaires, beaucoup plus que les employés dans le secteur privé. On le voit. Parce que quand on se réveille le matin, qu'on a le shot qui fonctionne pas, on a besoin d'un spécialiste. Quand on les appelle, ils sont pris, ils sont très pris, ils ont un carnet de commandes qui est tout plein. C'est la formation professionnelle, c'est l'employabilité, c'est l'emploi, c'est le bonheur dans la vie. La formation professionnelle permet, dans des formations assez courtes, d'avoir de bons professionnels utiles pour eux-mêmes, pour leur propre vie, pour notre vie à tous, pour la société. C'est des métiers qui sont honorables, c'est des métiers qui sont agréables. La formation professionnelle, nous avons commencé, nous étions dans un monde de formation professionnelle à la base. Nous vivons grâce à la formation professionnelle. Donc, je suis optimiste, je reste optimiste. Je pense que ce sentiment est partagé par beaucoup de nos collègues et compatriotes à travers la région. En tout cas, je partage cet optimisme aussi, parce qu'effectivement, quand on fait des enquêtes salariales, quand on fait des enquêtes d'insertion, on constate que le taux d'insertion sur le marché de l'emploi de lauréats compétents du système de formation professionnelle est plus élevé que celui des universités. Et au niveau même des revenus individuels, donc de la personne, les revenus sont beaucoup plus importants que même quelqu'un qui a un doctorat. C'est pour ça que tu es plus riche que moi. Oui. Tu es un vrai spécialiste de formation professionnelle. Ah ben merci beaucoup Lisa, c'était très enrichissant d'avoir ce partage.